Salut à toi, aujourd'hui vidéo sur la journée du 5 mai. On va partir directement sur l'euro USD. On n'a pas eu de données venant de l'euro aujourd'hui, ou alors très peu. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Donc, pour ce qui est de l'euro aujourd'hui, on reste en range. On n'a pas forcément d'indicateur clé pour que le dollar puisse s'apprécier. On va aller regarder tout de suite ce qu'on a pu avoir. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller regarder sur mon Substack directement et aller voir les détails pour chacune des monnaies que je vais pouvoir vous expliquer par la suite. On a eu les données sur l'ISM, légèrement inférieur que prévu. Ça reste en expansion, donc plutôt correct. Étant donné qu'on a eu dernièrement quand même des données relativement bonnes en termes de croissance, donc ce qui reste assez reflété sur les dernières données. Pour ce qui est des jolts, ouais, c'est quelque chose d'assez modéré. Peut-être un emploi lent, c'est plutôt lent, on va dire, ouais. C'est plutôt lent. On n'a pas de gros indicateurs vis-à-vis de l'activité. On a quand même eu des périodes de ralentissement l'année dernière. Pour l'instant, ces indicateurs-là portent le dollar encore à la baisse, je trouve, par rapport à ces taux. Pour l'instant, la tendance de fond reste par rapport aux étendards mouses, mais à court terme, enfin à long terme, on a quand même des indicateurs qui risquent de peser sur le dollar, tout simplement, même s'ils ont une énorme activité. Enfin, une activité qui est plutôt résiliente, je dirais. Donc, ce support-là, les 1,64,3, en fait, moi, c'est un peu la fourchette que je vous donne là, ça reste un support majeur. Pour qu'il y ait une cassure, il faudra vraiment qu'il y ait une réescalade, et c'est pas forcément ce qu'on observe. Il y a des risques qu'il y ait une réescalade, mais il n'y a rien de réellement abouti encore. Donc je reste plutôt en position de faiblesse vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que pour l'instant, à court terme, je suis baissier, ça c'est clair. Mais à long terme, on pourrait vraiment avoir quelque chose de plutôt haussier. Étant donné que sur le DXY, on atteint quand même des supports majeurs, on va dire. Là, on revient au 98. Un support assez important pour des retournements futurs, ce serait les 99,5. Peut-être une réescalade pour repartir ensuite à la baisse. C'est quelque chose qui est à suivre. Dans la tendance de fond, on va être plutôt sur quelque chose... Oui, c'est ça. On a des supports plus importants à partir des 98, 99. Et pourquoi pas aller chercher les 80, 99, une bonne fourchette de support pour aller chercher des plus bas. Là-dessus, on n'a pas grand chose, peut-être à part les 98,6. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très fiable pour envisager des plus bas sur le dollar. C'est pourquoi ce que je vous avais dit, c'est une possibilité de vendre au 1,77. Moi, c'est pas ce que j'avais fait, mais bon, c'était favorable du coup, pour envisager des plus bas et envisager des futurs plus hauts à venir. Pour ce qui est de l'EuroCAD, on a une balance commerciale en excédent, donc qui n'était pas du tout prévue, on était prévu en déficit. Donc ça a été mené par des importations qui ont été réduites et des exportations en hausse. On a eu aussi, ça a été tout d'abord aidé par la hausse du prix du baril de pétrole, donc des coûts plus élevés, donc on a quand même plus d'argent qui rentre, la demande reste la même en termes de quantité, ce qui fait que du coup, ce qu'on observe, c'est une hausse du coût par l'exportation, enfin, la quantité reste la même, mais le coût à l'unité est plus important, donc l'excédent est plus important. Ça a été aussi... Alors moi je pense que j'ai un peu une autre idée, un autre élément de ça, c'est la spéculation des entreprises sur les commandes pour un peu limiter l'évolution des coûts. C'est-à-dire que, on va aller sur le Brent tout simplement, admettons qu'on ait des commandes qui soient faites à ces prix-là, on a sans doute des prix sur le marché un peu plus élevés, par la prime de risque, donc les marges, ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de plus spéculatif vis-à-vis des entreprises pour anticiper le risque géopolitique. Pour, par exemple, commander maintenant, pour éviter de sans doute payer plus cher à l'avenir. C'est un peu ce qu'on peut observer là. Ça peut signaler quand même un certain ralentissement économique, tout d'abord parce que la demande d'importation a été réduite, donc ça se reflète un peu sur la position dovish de la Banque du Canada. Là, est-ce qu'on peut... En fait, elle est assez dovish, elle a été d'ailleurs assez significativement à la dernière réunion.
Pour moi, en ce moment, j'ai pas de zone de vente dessus, mais pas du tout. Je suis plutôt parti sur un achat, mais par contre, ça sera à partir des 1,58. À partir des 1,58, ça sera sans doute atteint grâce au prix du baril qui reste encore un peu élevé, et repartir à la hausse grâce à un assouplissement des tensions. Donc moi je pense que à ces niveaux-là, je vais partir sur des achats. Je vais sans doute être agressif, ça va dépendre des fondamentaux, enfin je veux dire de la puissance de ce qui va me pousser à devoir acheter. Au JPY, comme prévu, on repart à la hausse, les fondamentaux ne sont toujours pas en faveur du yen, même s'ils devraient l'être à l'avenir. Donc on aurait pu anticiper des achats, je préférais pas me positionner dessus, parce on était sur de bons supports, mais la volatilité est très importante. J'ai pas forcément eu le temps d'être pile dessus à ce moment-là, donc je n'avais rien fait. Donc on devrait avoir des retours assez hauts, je pense, même avec une fin de guerre, on devrait avoir des niveaux assez importants, déjà pour l'euro, mais le yen devrait se délester au fur et à mesure. Donc on devrait sans doute retourner vers les 187,5, avec après sans doute des niveaux plus bas à venir. Euro GBP, comme je vous l'avais dit, c'était attendre un rebond aux 0,86, 1, 2 à peu près. J'attends des meilleurs fondamentaux, on a quand même un bêta qui reste plus important venant de la livre sterling, les indices montent, comme on peut le voir sur la S&P 500 et le Nasdaq, je vais en reparler juste après. Ce qui devrait encore porter le GBP en ce moment par rapport à l'euro. Donc j'ai pas de position encore dessus. J'attends de voir l'évolution des cours, on n'a rien de concret sur l'ensemble de ce graphique et des fondamentaux. Avec un assouplissement, un assouplissement des tensions géopolitiques, enfin de la guerre surtout, peut-être envisager des achats, c'est même une certitude. Cependant, ce qui va surtout dépendre, c'est l'évolution des cours des indices. Je suis pas très bon sur... j'ai pas du tout un bon avis dessus, je vais vous en parler juste après. Euro-AUD, on a une position plutôt hawkish venant de la RBA, sans doute moins que prévu, je trouve. Elle évoque vraiment une inflation à court moyen terme provoquée par la guerre. Sans doute un ralentissement économique. Elle en a un d'ailleurs, un fort ralentissement. Je pense que la posture hawkish de l'RBA va sans doute atteindre une limite avec le ralentissement économique qu'on va avoir provoqué par la guerre et par ces hausses de taux. Si on va regarder les taux obligataires de référence, voilà, on part un peu en baisse. Je trouve que le réunion, elle a quand même quelque chose d'assez neutre sur l'aude. C'est-à-dire que, même sur une tendance de fond plutôt forte, le ralentissement économique et le risque de récession pourraient largement changer cette tendance à court terme. C'est-à-dire que l'aude pourrait perdre de la valeur à cause du ralentissement qu'elle pourrait subir. Donc, avoir un ton un peu plus dovish dans les mois à venir. Je pense qu'il y a un peu cette situation qui est assez complexe, mais que je ne conseille pas d'anticiper. Je vous conseille plutôt de suivre l'évolution et d'éviter de spéculer, parce que je pense qu'on a pas mal qui ont dû faire ça sur un achat sur l'euro-AUD. Ils ont dû se faire avoir. Donc, c'est un peu le genre de choses à suivre, mais à éviter de trop spéculer. Je vois pas mal de publications sur des trades sur GBP-AUD. On a des fondamentaux pour GBP, effectivement. Pourquoi pas en anticiper à l'avenir? Moi, je me suis mis le petit achat sur TradingView, mais c'est pas ce que je vais prendre maintenant. Donc, Euro CHF, j'ai clôturé ma position. Pour moi, le support, il est assez menacé. On a une inflation relativement maîtrisée en Suisse, ce qui devrait pouvoir permettre de soit un peu hausser les taux. Déjà, elle est en bonne posture, mais elle est en mauvaise posture par rapport à la valeur du CHF. J'ai préféré la fermer. Je vais sans doute en rouvrir une au fur et à mesure. Mais normalement, à long terme, on devrait aller chercher plus haut. Je préférais la fermer et réanticiper, par exemple, ce support-là. Ce qu'on devrait aussi observer, c'est, par exemple, avec un escalade, une réescalade rapide, l'euro se désapprécie, le CHF en plus. Puis, réanticiper des achats aux 0,91. Ça, c'est vraiment le support. Je pense que j'étais bien parti sur ce support-là, mais lui devrait vraiment être beaucoup plus solide.
Ça m'étonnerait qu'on vienne atteindre les 0,90. Donc c'est un niveau qui n'est même pas évoqué dans des analyses. Donc pour moi, je reste sur du 0,91 et 0,91,5. GBP USD, donc comme c'est corrélé à l'euro USD, j'ai pas forcément beaucoup d'avis sur ce trade. Je pense que là, c'est encore de l'observation. Soit on vient casser à la hausse, soit on fait breakout, on vient chercher plus bas, soit on vient chercher à la baisse, hausse, baisse, et chercher des plus bas. Provoqué par des fondamentaux en faveur. On a quand même la banque la BOE qui a une position hawkish, donc un changement de tendance, ce qui devrait radicalement changer les prédictions, surtout par rapport à la guerre. C'est surtout ça la source même de cette position. Pour le GBP CAD, j'avais mis ça, mais là, tout simplement parce que ça va être aidé par le prix du pétrole. Je pense que cette position GBP CAD n'est pas quelque chose d'envisageable, étant donné qu'on est sur des bons supports, on va dire. On a un autre niveau à ce prix-là. Je pense que cette résistance devrait tenir encore par le prix du baril. On devrait observer une cassure de ce support pour aller chercher ce dernier support-ci. Et ce support, pour moi, devrait tenir à long terme, dans le sens où le prix du baril devrait réduire au fur et à mesure avec un accord de paix, et derrière, aller chercher des niveaux plus hauts, sans doute les 0,1, les 1,87, parce que franchement, la position dovish du CAD n'est pas du tout en sa faveur en ce moment. On va aller directement sur GBP, JPY juste après. Pareil pour l'euro USD, on touche la VWAP. On aurait pu sans doute aller chercher des achats plus bas quand on en avait l'occasion, mais avec une intervention de la BOJ, bon, il y a un risque, il y a un réel risque en fait. GBP AUD, je vous l'ai déjà présenté, on attend toujours. USD CAD, alors USD CAD est... Alors les prédictions sur USD CAD sont assez contradictoires dans le sens où il y en a qui visent des 1,33. Alors c'est pas du tout contradictoire, 1,33, 1,34, voilà, c'est un peu la fourchette qu'on a en ce moment. Par contre, ce qu'on devrait observer, c'est un retour de ces niveaux avec un prix du baril élevé, et sans doute aller chercher des plus hauts à l'avenir, étant donné que le prix du baril à long terme est censé baisser. C'est quelque chose qui est assez envisageable. Pour aller chercher ces... Ah non, c'est pas du tout... Voilà. Moi, je parle de vraiment des grosses résistances. Là, on est quand même sur des supports majeurs. Si on vient casser ces niveaux-là, on va aller chercher directement les 1,31, ce qui me paraît très optimiste. C'est très optimiste, mais ce sera seulement provoqué par la hausse du prix du pétrole. Fondamentalement, alors plus on ira bas, plus on ira haut rapidement en fait. Un peu comme on a ici d'ailleurs. D'ailleurs, c'est quoi 2024 2022. 2022 déjà, ça avait pas mal aidé le dollar canadien. Non, ça l'avait délesté d'ailleurs. Alors, leur posture déjà, en plus, elle est dovish. Alors, c'est un peu compliqué d'avoir un avis dessus en ce moment. On est proche des objectifs des analystes. Mais à long terme, c'est vrai que le baril devrait sans doute rejoindre les plus bas en ce moment. Donc moi, je vous avais mis un peu ma prévision. C'était les 1,106, puis retaper en haut. En fait, on était directement chercher en haut. La fourchette cible, pour moi, c'est en dessous des 130, à mon cercle rouge. À long terme, alors, dans un an, on devrait être au 80. À l'avenir, au 160. Et ça va prendre beaucoup de temps. Et sauf que ça aidera le CAD, tout simplement. Cependant, ils ont une position dovish encore. Donc, USD CAD, je suis relativement neutre. Le CAD devrait encore être aidé par le prix du baril. USD JPY, alors oui, c'est des achats qu'on aurait pu envisager. On a une position hawkish venant de la Fed qui reste très ancrée, des anticipations qui restent très élevées. On pourrait aller chercher les plus hauts, ça me paraît vraiment envisageable. Cette cassure de résistance sera vraiment un signe de reprise. Donc après, le prochain niveau, c'est les 160. Après, il y a la réelle menace d'intervention de la BOJ, tout simplement. USD CHF, j'ai clôturé ma position. Le risque de rescalade, je pense qu'il est
Alors il est présent, mais il est un peu estompé vis-à-vis de la position hawkish de la Fed. Mais pour moi, je suis pas encore... En fait, c'est vraiment la cassure d'être proche de cette trendline qui m'a manqué un peu de confiance sur ce rebond de trade VWAP. Donc j'ai préféré clôturer en break-even pour avoir des fondamentaux un peu meilleurs, même si j'étais favorable en termes de taux swap journalier. AUD-USD, pas de position en cours. Alors, certes, on a une Fed hawkish, mais on a Kevin Warsh qui est relativement plus pro-croissance, dovish, pour aller chercher un dollar un peu plus faible. Donc, à court terme, c'est vrai qu'on est très hawkish pour le dollar, mais je pense qu'on a une certaine prise de conscience par rapport à la prochaine position de la Fed. C'est-à-dire que celle qui est prise en compte maintenant est un peu plus mise à l'écart, je pense. Et anticipe de nouvelles positions vis-à-vis de la Fed. Donc plutôt de dovish et moins hawkish que prévu. Haut-CAD, alors c'est pareil. Le côté risk-off sur l'autre en ce moment n'a pas du tout ne fonctionne plus vraiment grâce à la position hawkish de la RBA. Donc ça, c'est un peu un changement d'ailleurs des fondamentaux, je trouve, en ce moment. C'est un peu mis à l'écart, les gens en parlent plus forcément. Mais je me mets en vente là-dessus, mais c'est pas forcément ce que je prends. Il faut vraiment des fondamentaux, étant donné qu'on a la RBA qui reste relativement hawkish. Pour ce qui est des indices, j'ai décidé de clôturer mes positions. Donc là, je vous avais noté ma fourchette. Mais en fait, je m'attendais à un setup technique visuellement plus favorable, avec une meilleure réactivité par rapport aux fondamentaux, mais c'est pas du tout ce qu'on a. Je préfère clôturer maintenant et ne plus du tout me positionner sur une vente sans... Là, il y a trop de spéculation. Voilà, c'est surtout ça, il y a trop de spéculation. On a un changement de cycle, hein. On est sur des périodes de hausse de taux. Enfin, c'est le risque de récession qui pèse réellement, mais ne se reflète pas du tout sur les indices. Et c'est pas du tout ce que j'aime. Voilà, on a quand même des réactions très haussières. Donc je sais pas du tout ce que ça va pouvoir nous mener à l'avenir. Pour ce qui est du Nikkei, alors Nikkei, j'ai clôturé aussi, je devais... ouais, quelque part par là. Je suis très déçu du Nikkei, on a quand même un risque très haussier pour le JPY. Alors, très haussier dans le sens de la volatilité. Le yen a des potentiels faibles à court terme, en fait, mais haussier à long terme. Les indices ne prennent carrément pas en compte, je trouve, le prix du baril, en fait, l'évolution du prix. Alors, même si on est à 100, même si on est à 115, le prix est quand même énorme. On a fait près de 100% depuis l'ancien prix. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est que là, on était à 60 et on est passé à 114. On a presque fait du 100%. Et j'ai l'impression que les marchés ne prennent pas du tout en compte. Le risque, il est énorme. Donc, très mauvaise posture. J'ai perdu pas mal d'argent là-dessus. Bitcoin, j'ai vendu. Alors, même si on avait une market cap en hausse, j'avais fait une vente. Tout simplement parce que les fondamentaux côté risk-off n'étaient pas du tout favorables, surtout avec les hausses de taux en plus de ça. On observe quand même une tendance très haussière sur le BTC. Là, pour l'instant, je reste dans ma position baissière, en fait. Je pense que j'aime pas dire ce mot, mais un peu de manipulation. C'est plus dans le sens où les marchés sont très très spéculés. Ce qui nous ramène donc à un prochain support à 86 000, en fait, tout simplement. Bon, avec un 84 000 intermédiaire, on va dire. Donc, je me suis fait avoir un peu là-dessus. Pour l'or, en fait, avec une fin de guerre, on devrait avoir l'or un peu plus en hausse, pas par le côté valeur refuge, si tout de même, mais c'est par rapport au côté dovish de la Fed qu'on pourrait avoir en cas d'accord de paix, donc qui sont bilatérales. Donc un dollar à la baisse parce qu'on aura un changement de position plutôt dovish. Pareil pour le cuivre. La tendance du cuivre, elle est assez incertaine parce que la demande, alors la demande va être présente, ça c'est une certitude, mais par rapport à l'offre, on ne sait pas comment évaluer le cours actuel. Une vente est envisageable dans le cas d'une récession, parce que la demande va sans doute diminuer.
on a quand même une forte demande vis-à-vis des biens durables, donc qui font sans doute usage de cuivre. Donc quand même une demande qui persiste grâce à la consommation, mais le risque de récession risque de faire ralentir cette demande. J'ai pas forcément de billet encore aujourd'hui, c'est très flou. On a des marchés irrationnels. J'en ai subi moi-même les conséquences. J'ai sans doute agi de manière aussi irrationnelle, et je vous en fais part aussi de cette réalité. Voilà, j'hésite pas à faire une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos d'analyse technique. Ce que je vous invite à faire, c'est son Substack qui est dans la bio. Vous allez voir, je me poste tous les jours sur mes analyses Forex, qui est journalière, avec, donc, qui comprend le dollar, l'euro, le GBP, le CAD, l'AUD, le JPY, le yuan. Alors je prends le yuan pour vraiment suivre la croissance en Chine par rapport à l'impact que ça peut avoir tout simplement par rapport à l'Australie. C'est aussi par rapport à la tech, l'évolution des cours. Donc en lisant des articles, c'est vrai que le yuan a un impact assez important, et c'est vrai qu'il n'est pas toujours pris en compte. Donc c'est pour ça que je m'y intéresse de plus en plus. Alors, je ne suis pas un professionnel dessus, ni rien même d'ailleurs, mais je fais en sorte de m'y connaître de plus en plus dessus, pour suivre globalement l'évolution, avoir une tendance de fond qui peut permettre de décrocher certains trades, tout simplement pour des indicateurs un peu clés, cachés, liés à la Chine, tout simplement. Voilà, petite vidéo terminée, à la prochaine.